Cocody FM 98.5. Mesdames et messieurs, bonjour et bonjour. Merci de nous faire confiance encore une fois sur les ondes des 98.5 Cocody FM by MCK pour une nouvelle production de votre émission Le Code RH. Bonjour à tous, bonjour, merci de nous retrouver encore ce samedi. Bonjour Parker. Bonjour Charles, c'est un grand honneur de vous avoir en ce jour dans cette émission comme d'habitude. Ah ben c'est partagé, hein. C'était un jour particulier parce qu'on a un invité assez spécial. Exactement. Il s'appelle Claude Diambra. On peut dire merci. Son temps est précieux. Monsieur Claude Diambra. Bonjour Monsieur Claude Diambra. Bonjour. Alors, je vais plutôt le laisser se présenter lui-même, puisqu'il est consultant, il est directeur d'entreprise, il a beaucoup de casquettes. Donc, je vais laisser M. Claude Diambra. Claude Diambra, tu vas permettre qu'on se dise Claude Charles aujourd'hui, d'accord? Avec plaisir. Ok, super. Donc, bonjour à toi. Bonjour Charles. Est-ce que tu vas bien? On va dire oui, puisque ce matin je suis debout, donc je vais bien, par la grâce de Dieu. Et effectivement, c'est un soleil d'être sur Cocody FM parce que nous apportons du soleil aux habitants de la commune qui sont nos auditeurs privilégiés. Alors, quel est l'objet de notre échange de ce jour, Claude Diambra? Alors Charles, je crois que tu m'as invité pour parler d'une catégorie de salariés en entreprise. Tout à fait. Je dirais taxé de seniors. Ah. Et je pense que c'est ce thème-là qui va nous conduire tout au cours des 2 heures d'antenne que nous aurons. Effectivement, tu as planté le décor. Le sujet qui nous réunit ce matin, chers auditeurs, c'est la gestion des seniors. D'accord? Alors, qui sont les seniors? Et je me rappelle que quand j'ai proposé à Claude d'intervenir sur ce sujet, il m'a dit Charles, donc tu veux me rappeler que je vais à la retraite bientôt. Et j'étais un peu embêté, mais bon, on va en parler, Claude Diambra. Alors, le sujet est planté, la gestion des seniors. Alors, selon toi, dis-nous, c'est qui le senior? Qu'est-ce qu'un senior? Écoute Charles, tu as en face de toi un senior. Ah, d'accord. Senior, parce qu'il n'y a pas de définition juridique réelle du senior. D'accord. Il y a 2, je dirais, leviers sur lesquels on axe pour définir le senior. Ok. Le premier levier, c'est l'âge. D'accord. L'âge. D'accord. Donc, on va considérer que un salarié qui atteint l'âge de 45 ans et plus est dans la catégorie des seniors. D'accord. C'est donc ce qui est fondé sur l'âge. 45 ans. Premier critère, l'âge. 45 ans jusqu'au-delà. Ok. Certains auteurs vont jusqu'à 50 ans et au-delà. Mais déjà à 45 ans, on commence à dire que la personne est senior. Le deuxième critère, c'est le critère d'expérience accumulée en entreprise. D'accord. Les auteurs disent qu'à partir de 6 ans, 7 ans, jusqu'à 15 ans, 20 ans d'expérience, tu es déjà en situation de senior à un poste de travail. Donc, voici les 2 axes sur lesquels on peut caractériser un senior. Premier, âge, 45 ans et au-delà. D'accord. Deuxième, expérience. Quelqu'un qui a accumulé une expérience professionnelle à un poste d'environ 7 ans jusqu'à X années à ce poste-là peut être considéré comme senior. D'accord. Donc, dans l'entreprise, nous allons avoir des seniors qui sont âgés. D'accord. Là, c'est par rapport à leur âge. Et nous allons avoir des seniors, en général, qui sont appelés managers seniors. Oui. Qui sont, je dirais, liés sur la compétence, sur le nombre d'années d'expérience passées, qui leur donnent suffisamment d'éléments pour conduire une équipe, pour animer, des collaborateurs et pour également coacher des collaborateurs. Donc, ils sont en position de senior sans forcément avoir atteint l'âge de 45 ans. Donc, il faut bien faire la nuance. D'accord. Alors et ça m'amène à poser la première question que j'ai reçue déjà hier soir. Quelqu'un me demandait, mais vous parlez de senior. Alors, c'est senior par rapport aux compétences ou senior par rapport à l'expérience cumulée?
je ne sais pas si j'ai bien posé ma question. L'orientation de la question de mon interlocuteur était la suivante. Alors, quelqu'un qui commence la prise d'un poste, qui a de l'expérience, il est senior par rapport à ce poste dans lequel il se retrouve, ou bien par rapport au cumul de son expérience? Les deux éléments doivent être combinés. D'accord. Parce que si je suis à un poste, j'ai un cumul d'expérience à ce poste-là. Ok. J'ai un savoir-faire à ce poste-là qui va venir me crédibiliser, qui va venir me labelliser dans le système. Effectivement. J'ai également eu beaucoup de positions en entreprise, donc j'ai eu beaucoup d'expérience. C'est également quand on va faire le cumul de ces expériences-là, ça va me donner encore un enrichissement au niveau de mon expérience. Donc les deux leviers ne sont pas à exclure. Je peux être à un poste de finance. Je suis financier, c'est ma fonction dans l'entreprise jusqu'à ce que j'en sorte. J'ai accumulé une somme d'expérience. À un moment donné, cette expérience va être reconnue par l'entreprise qui va dire que, écoute, il est en capacité maintenant de gérer, d'animer une équipe, de transférer de la compétence et de la connaissance à des juniors. Donc, je deviens senior à mon poste. D'accord. Tout comme je suis à un poste, j'y suis pendant plusieurs années. J'ai vraiment pas évolué en réalité. J'ai fait j'anime. J'ai stagné en fait. J'ai stagné, mais j'atteins l'âge. D'accord. Cet âge-là me permet de dire qu'attention, je suis senior. Mais la gestion de ces deux axes de senior est totalement différenciée en entreprise. Tout à fait. Il y a un qui a stagné. On va se dire qu'il n'a plus véritablement de valeur ajoutée. Ça. Ou qui n'est plus suffisamment capable de s'adapter aux changements qui sont en train de venir. Qu'est-ce qu'on fait de lui? D'accord. Celui qui a une mobilité, qui a une capacité d'intégration, une capacité d'apprendre, de se former, de devenir meilleur, il est dans l'entreprise. Il va y aussi avoir un traitement qu'on va lui adresser. Donc, je dirais que la question de la personne, elle se rejoint. D'accord, voilà. Ok, c'est bien planté là, c'est bien planté. Et j'ai reçu également une question d'un de mes anciens étudiants, puisque je vous rappelle que vous êtes dans Code RH, votre émission qui cible l'accompagnement des jeunes diplômés, des salariés en réorientation professionnelle, mais également pour parler aussi de la prise de poste, pour les accompagner pour une prise de poste réussie. Nous avons sur le plateau avec nous Claude Diambra, qui est consultant, qui est dirigeant d'entreprise et qui est conseil en management. Voilà. Donc, la question qui m'a été posée là, il me demandait, Monsieur Guillaume, vous êtes recruteur, et Monsieur Diambra, la bonne nouvelle, c'est qu'il est aussi recruteur. D'accord. Alors, est-ce que mettre sur son CV le statut, la désignation de junior, de senior, d'expert est un plus pour un candidat en recherche d'une nouvelle opportunité? Belle question. Écoutez, la plupart du temps, tu le sais très bien, Charles, quand un poste est mis sur le marché, on cherche un certain nombre de spécificités. Tout à fait. D'accord, de compétences, de connaissances, de compétences et de comportements. C'est ça. D'accord, donc les soft skills vont forcément avoir un rôle important dans la sélection du candidat. C'est ça. Déjà, on sait pouvoir identifier si on a besoin d'un junior, d'un senior ou d'un expert. C'est ça. C'est toujours je dirais en surbrillance quelque part. Il faut savoir lire et décoder aussi les annonces qui sont là. Donc si c'est mis, il faut être capable de démontrer qu'effectivement on a l'expertise. C'est ça. Et cette expertise là, elle va être traduite dans les missions qu'on a réalisées, dans les résultats qu'éventuellement on a atteints, que le candidat va mettre en exergue au moment
dès son entretien. C'est ça. Parce qu'on constate la plupart du temps sur les entretiens que les gens ils viennent, ils te disent non, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait... Mais c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on va rechercher, c'est à ce poste-là, quelle est la valeur ajoutée de ce candidat. Qu'est-ce qu'il nous apporte comme plus-value à ce poste pour faire en sorte... Quel est son impact? Son impact. C'est ça. Donc, il doit quand même avoir, je dirais, au-delà de ses compétences claires, il doit avoir une très bonne vision du poste. C'est ça. Il doit avoir, je dirais, il doit se mettre dans le poste et proposer déjà quelque chose qui, je dirais, qui puisse accrocher les retenir personnes. l'attention. Voilà. C'est ça. Focaliser l'attention et faire en sorte que les gens disent, ok, il n'a peut-être pas tout, mais ce candidat nous intéresse. C'est ça. Il comprend la mission. C'est ça. Il a une perspective sur la mission. C'est ça. Et il est capable de l'adresser en termes de plan d'action. Effectivement. Et ça change totalement la donne dans le processus. D'accord, ok. Alors, on reviendra sur cet aspect puisque je vous rappelle que notre programme de chaque samedi comporte 3 volets. Donc il y a le premier volet, donc la première partie de nos émissions qui est justement l'échange, le talk show là, dont on est en train de parler sur le sujet de la gestion des seniors. Ensuite, nous allons parler de lexique RH. Et comme nous sommes dans une dynamique d'un programme que nous avons lancé qui s'appelle le programme Parrainage Filleul, justement, on s'intéressera à la question du coach, du parrain. C'est quoi le coaching, d'accord? Et on va finir sur le volet coaching, justement, puisque, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, nous avons des jeunes qui sont en train de démarrer un processus dans le cas de stage au niveau de la radio. Donc on va les recevoir tout à l'heure sur le plateau et puis on pourra échanger avec eux. Voilà, donc voici un peu présenter brièvement le programme et c'est ce qui m'amène d'ailleurs à poser ma seconde question, puisque tout à l'heure quand Claude était en train d'intervenir, il disait que le senior qui est concerné par l'âge, il se disait bon, j'ai stagné, c'est vrai. Donc, est-ce qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'il a une plus-value? Ça. Alors, donc ma question c'est, au fond, quelle est la plus-value des organisations qui utilisent, qui optimisent l'utilisation de leurs seniors? Qu'est-ce qu'on peut gagner en tant qu'organisation en optimisant l'utilisation de ces seniors? Merci Charles. Je dirais que c'est une politique de développement RH. D'accord. Parce que on se rend compte que beaucoup d'entreprises ont fait l'erreur d'accompagner des seniors, je dirais, hors de l'entreprise. De la mauvaise façon. De la mauvaise façon. Et l'expérience qu'on a la plupart du temps, c'est que lorsqu'une entreprise s'est identifiée et c'est avoir un plan d'action RH pour ses seniors, ils deviennent une ressource additionnelle pour l'entreprise. C'est ça. Et je vais expliquer. C'est des personnes qui ont acquis l'expérience. Tout à fait. C'est des personnes qui ont, je dirais, la culture d'entreprise. C'est ça. Qui ont porté les valeurs de l'entreprise. Qui intègrent en eux, en elles, la vision. La vision de l'entreprise. Ils sont... Leur ADN respire, transpire. Voilà. En fait, ils témoignent pour l'entreprise plus que toute autre chose. En fait. Exact. Donc, à un moment donné, l'entreprise doit être capable de les valoriser. C'est ça. Et les valoriser, c'est de leur trouver, je dirais, un canal d'évolution. Okay. C'est vrai qu'on a besoin de jeunes à un certain niveau qui ont plus d'enthousiasme, qui sont plus habiles sur un certain nombre d'aspects opérationnels. A priori plus dynamiques. A priori plus dynamiques, plus digitaux, plus, je dirais, engagés, approuvés. C'est ça. Mais les seniors ont de la compétence et ils ont de la provision. Ah, ça c'est un mot important, de la provision. Ils ont de la provision. Et cette provision-là, les chefs d'entreprise doivent être capables de la valoriser davantage en entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Certaines entreprises, et il y en a très peu en Côte d'Ivoire, ont le système du tutorat. C'est ça.
Du tutorat. Du tutorat. On accueille un stagiaire. On donne la capacité au tuteur de l'intégrer dans l'entreprise. Donc de lui montrer les valeurs, de lui montrer les codes, de lui montrer les us et coutumes de cette entreprise-là. C'est ça. De le former et de transférer donc cette compétence-là, de sorte que le senior qu'on met, je dirais tout de suite au chômage, ne parte pas avec sa connaissance. Parce que quand il part avec sa connaissance, c'est un renouvellement qu'il faut faire. Et donc, même si les personnes partent à la retraite, certaines entreprises ont compris et ont mis en place un cursus de consultant. C'est ça. Donc, tu pars à la retraite, on te fait signer. En fait, tu sors, tu changes de statut. Tu changes de statut. Tu n'es plus salarié. Tu n'es plus salarié. Tu as un autre type de lien juridique avec ton ancien employeur. Avec ton ancien employeur. C'est ça. Et c'est valorisant pour ce salarié qui a tant donné à l'entreprise. C'est ça. Qui se rend compte que c'est un cas de reconnaissance. C'est ça. Parce que n'oublions pas que tout salarié a besoin avant tout de reconnaissance. C'est ça. Et cette reconnaissance-là, beaucoup croient qu'elle est financière. Elle n'est pas financière. Elle est d'abord... C'est important quand même. Hein. C'est important. Hein? Et oui, l'aspect financier est... On va le dire, c'est la motivation qui tombe très vite. Ok, aujourd'hui, toi, Charles, on va te dire, ok, Charles, cette année, on te met 200 000 francs sur ton salaire. Mais je pense à quel moment, à quelle heure? Dès qu'on sort. Dès qu'on sort, tu prends. D'accord. Dès qu'on sort, mais au moment où je suis en train de te dire, Charles, tu as une augmentation de 200 000 francs sur ton salaire, tu l'as déjà consommé en esprit. Hélas. Tu as vu une chaussure quelque part, tu as déjà vu une tenue quelque part, tu vas aller investir ces ressources-là. Et tu vas te rendre compte que cette ressource-là, elle a été donnée, mais la motivation est tombée parce que déjà, les ressources qu'on te donne ne te suffisent plus et tu en attends d'autres. C'est ça, tout à fait. Mais la reconnaissance professionnelle, reconnaître ton mérite, reconnaître ton apport, savoir te récompenser et te valoriser parmi tes pairs, c'est ça. Ça reste et ça touche à l'émotion du salarié. Tout à fait. Ça touche à son engagement. Et c'est des choses qu'on ne peut pas mesurer en termes monétaires, mais qui ont une importance, qui viennent démultiplier l'engagement du collaborateur à donner le meilleur parce qu'il sait qu'il compte pour le système, il est reconnu dans le système et que le système sait le valoriser. C'est effectivement, et ça me fait penser à une mission que nous avons lancée, nous avons réalisée, on va dire, il y a quelques années. C'était un plan de succession. Tout à fait. Puisque l'entreprise s'est bien rendu compte, parce qu'elle avait 50 ans de présence en Côte d'Ivoire, et elle s'est rendue compte que ceux qui ont porté l'entreprise pour en faire le leader dans la sous-région, dans le secteur d'activité, ils étaient pas loin de la retraite. Donc la pyramide des âges de l'entreprise présentait la sortie très prochaine de la majorité des compétences avérées de l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont lancé cette mission? Ils ont dit, écoutez, il faut faire en sorte que on ne perde pas pas cette mainmise, mais ça dit cette avance en termes de technologie et d'expertise sur le secteur. Et ce que nous avons fait, nous avons proposé, comme Claude l'a dit tout à l'heure, à chacun de ces... Puisque, je rappelle la dernière fois, ici, Elena Honda a dit, tout le monde n'est pas key people. Tout le monde est personnel stratégique, mais tout le monde n'est pas key people. Voilà. Donc, quand on a identifié dans le pool de ces personnes qui doivent aller à la retraite, parce que la retraite, c'est une autre vie, mais si on ne la prépare pas bien, si on n'accompagne pas bien ces personnes qui vont à la retraite, malheureusement, beaucoup, dès qu'elles y arrivent, à 2/3 meurent. C'est triste, Donc, l'entreprise a dit, identifiez pour nous ceux qui peuvent représenter cette plus-value-là, et puis, vous allez procéder dans le même temps à des recrutements. Et puis, on va attacher à chacune de ces expertises-là des jeunes diplômés à qui ils vont transmettre, ils vont transférer ce qu'ils ont appris
pour que lorsqu'ils seront de l'autre côté, là, il y ait des personnes qui puissent continuer, prendre le relais. Est-ce que c'est une expérience à laquelle également tu as été confronté, Claude? Oui, je dirais au quotidien, parce que la dernière mission que nous avons menée, c'est une mission d'une entreprise, on ne cite pas les noms, tout à fait, mais qui a libéré des salariés avec la crise que nous connaissons. C'est ça. C'était en programme de restructuration. C'est ça. Et quand nous avons été approchés, notre approche était totalement différente de celle que l'entreprise avait proposée. C'est ça. On ne se rend pas toujours compte du déchirement que des personnes ont quand elles quittent une entreprise de la mauvaise façon. C'est clair. Surtout quand elles y ont passé 20, 30 ans. C'est dit, toute leur vie, elles l'ont passé en entreprise. Mais le départ de cette entreprise-là doit être préparé pour eux. C'est ça. Et préparé en termes psychologiques, émotionnels, et les accompagner. Beaucoup d'entreprises ne comprennent pas. Quand on leur dit qu'il faut préparer le départ à la retraite de leurs collaborateurs, ils nous disent, mais ils savent qu'ils doivent aller à la retraite. Oui, ils savent qu'ils doivent aller à la retraite. Mais est-ce qu'ils ont les leviers pour gérer une vie à la retraite? C'est ça. Est-ce qu'ils sont capables de comprendre que les choses vont changer? Et que le matin, ils vont se retrouver avec, je dirais, un désert. Une inaction. Une inaction. Chaque matin, voilà. Quand je suis en action, c'est le blanc. J'ai un rituel. Et le rituel, c'est de me laver, de porter ma veste, de prendre ma voiture, d'aller au travail. J'existe. C'est ça. Et quand je coupe, il y a une rupture dans ce rituel-là. Tout à fait. À la maison, si je n'ai pas préparé madame à lui dire que non, à telle période, je vais arrêter, elle va commencer à se poser des questions. Qui ne va pas travailler aujourd'hui. Donc, il y a une préparation même au niveau de la famille. C'est ça, tout à fait. Préparer les enfants, préparer la famille, préparer les pauses, se préparer soi-même psychologiquement à accepter cette nouvelle condition de vie qui va se poser à nous. Tout à fait. Et la plupart du temps, on part à la retraite, il y a un capital. Mais si je ne suis pas préparé à l'entrepreneuriat, je vais rentrer tout de suite à vouloir produire, à vouloir montrer que j'ai encore de la capacité, à ne pas redonner à mon corps la capacité de se reposer, de reprendre de l'énergie positive, et je vais rentrer en situation de production parce que je veux prouver encore à ma famille et aux autres qu'ils ont eu tort de me renvoyer. Ça dit que ne pas respecter l'intermède du break. C'est important. Il faut se réconcilier avec soi-même. Il faut se réconcilier avec son environnement. Il faut retrouver une nouvelle âme, un nouvel état d'esprit pour redéfinir une orientation sereine et suivre le projet. Et c'est ce qui fait, tu l'as dit tout à l'heure, que beaucoup de gens, après la retraite, font des AVC parce qu'ils retombent tout de suite en production en oubliant que pendant 20 ans, ils ont accumulé de la fatigue, ils ont accumulé de l'énergie négative en entreprise. Tout n'est pas positif en entreprise, ayons le courage de le dire. Tout à fait. Et donc, si on ne sait pas évacuer cette charge négative-là, on s'ankylose, on se détruit avec parce qu'on pense qu'on va prouver quelque chose à quelqu'un. On n'a plus rien à prouver. Effectivement. On doit maintenant gérer sa vie, on doit gérer son temps et on doit pouvoir conduire ses projets post-retraite. Claude Diambra, tout à l'heure tu as abordé la question du Covid, d'accord ? Nous sommes des professionnels, c'est une situation qui malheureusement fera partie de notre quotidien. On ne pourra pas s'en défaire, c'est une réalité hélas. Les seniors dans cet environnement du Covid, là, est-ce qu'ils ont été les premières personnes qu'il fallait libérer? Puisque les dispositions que l'État a mises en place, il a proposé en fonction du secteur d'activité, il a autorisé de pouvoir mettre tous ces leviers opérationnels en branle pour permettre de sécuriser sur le moyen long terme l'outil de travail. Est-ce que c'est les seniors qui sont systématiquement les premières personnes qui sont à toucher dans ce cas d'espèce? Alors, quand on les prend sur les deux leviers, c'est-à-dire que le senior qui est dans le top management, qui est véritablement quelqu'un qui pilote l'entreprise, d'accord. On va dire que ceux-là, en général, c'est eux qui décident.
et vous n'avez jamais vu quelqu'un qui décide contre lui-même. Ah ben c'est sûr, hein, c'est sûr. Très bien. Le deuxième élément, c'est ceux qui sont vraiment dans l'opérationnel. Et la plupart du temps, cette crise, qui est une crise endémique et systémique aussi, parce que qui n'a laissé aucun pan de l'activité économique en marge, qui a touché tout le système de production de toutes les entreprises, qui a redéfini de nouveaux concepts de production. On a vu le télétravail. Tout à fait. Toutes ces choses-là nécessitent qu'un senior, pour qu'il soit en télétravail, il faut qu'il soit digital, quoi. D'accord. Okay. Donc, il fallait que ces entreprises accompagnent ces seniors-là, à adopter le nouveau code opérationnel de travail. C'est ça. Mais tout le monde a été surpris par cette crise. Il faut le dire. Aucune entreprise n'a véritablement eu un plan de gestion de cette crise. C'est clair. L'anticipation avec des limites. Des limites. Le prospective management a toujours des limites. Il y a toujours des limites. Et on s'est rendu compte au niveau mondial, au niveau local, que beaucoup d'entreprises ont fonctionné juste un mois parce que ayant un fonds de roulement qui ne pouvait tenir qu'un mois de charge, les commandes étaient fermées, tout était donc à refaire. C'est ça. Mais sur l'opérationnel, on va se dire que le premier réflexe des entreprises, c'est de dire on va optimiser sur les charges. D'accord. Et quand on est en train d'optimiser sur les charges, on essaie de la faire baisser, de faire baisser le curseur. C'est ça. Mais ce n'est pas toujours la bonne solution. C'est pas toujours la bonne solution. D'accord. On le voit même quand certaines entreprises sont dans l'optimisation des charges, de l'achat de certains services. On va se rendre compte que l'acheteur va aller au prix le plus bas, au détriment souvent de la qualité. C'est ça. Et puis d'autres contraintes qui sont des fois le délai de livraison. Et après, on paye cash. Comme on dit en Côte d'Ivoire, moins cher coûte cher. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est bien d'amorcer cet aspect-là, hein, Claude. On va faire un petit intermède et puis on reviendra pour poursuivre cette première partie de notre émission. Vous êtes en Code RH, ici c'est Cocody, à tout à l'heure.